question, est-ce que les crypto-monnaies ont passé le cap de légitimité et est-ce que ça y est, c'est une révolution dure qui va évoluer et qui va petit à petit finir dans notre poche jusqu'à une phase évidente où on l'utilisera sans même savoir comment ça fonctionne. Comme Internet d'ailleurs. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est le protocole TCP/IP, pourtant on utilise Internet toute la journée. C'est devenu évident. Alors je vais vous raconter cette petite histoire en 4 étapes, et la toute première étape, c'est l'adoption. Il s'est passé quelque chose, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une grosse crise sanitaire, qui est toujours en cours d'ailleurs, et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, tout le monde commence à avoir peur. Il arrive quelque chose que l'on ne connaît pas. Beaucoup de gens se retrouvent du coup en confinement, et ça a ouvert plein de possibilités pour le monde des crypto-monnaies. La première chose, c'est qu'au début de cette crise, la bourse va mal, beaucoup de choses swing, les entreprises se portent mal, on a plein d'incertitudes, on nous parle d'une crise économique qui pourrait devenir une crise financière, les gens ont peur, des gens se frappent pour avoir du papier toilette, bref, plein de choses qu'on n'était pas forcément prêts à vivre et qui nous ont fait ressentir, surtout à nous qui vivons en Europe, dans des pays développés, beaucoup de gens ont ressenti pour la première fois de la peur. Comme si on ne pensait pas qu'on pouvait avoir des problèmes, on pensait que c'était au-dessus de nous, on pensait que ça ne nous arriverait jamais à nous, et maintenant on a peur. Alors que dans certains pays en développement, ces gens connaissent très bien ce sentiment qu'on a découvert pour la première fois. On se retrouve donc chez nous, enfermés, on n'a pas le droit de sortir, ou alors un petit peu pour prendre le soleil, mais c'est quand même très limité. On a du temps, on a peur, et puis beaucoup de gens se disent « Non mais attends, mais qu'est-ce qui se passe si demain ma banque elle fait faillite ? Qu'est-ce qui se passe s'il y a tout le monde qui va retirer d'un coup ? Qu'est-ce qui se passe si d'un coup on me dit que je suis garanti par le gouvernement, mais le gouvernement perd les pédales et s'en sort pas ?» Et il y a des gens qui, même si on est passé très loin de tout ça, il y a quand même des gens qui se disent « Mais je me suis jamais posé la question. Je ne me suis jamais demandé. Et si ça se passait comme ça ?» Et du coup, les gens se renseignent. Les gens se renseignent. Et on a un Bitcoin qui a plongé au début de la crise Covid. Le Bitcoin a été touché les 3000 $. Et à ce moment-là, les gens sont en confinement, les gens se renseignent sur la crypto-monnaie et tous les investissements alternatifs. Beaucoup de gens se tournent vers l'or et vers les crypto-monnaies, qui sont deux méthodes pour conserver de la valeur et pour pouvoir avoir de la valeur et la dépenser, sans pour autant être tout simplement assujetti à son compte en banque et aux différentes solutions que la banque propose. Et à ce moment-là, les crypto-monnaies commencent à exploser. Bitcoin va donc taper son ATH, la plus haute valeur qu'il n'ait jamais atteinte, le all-time high, à 63 000 $. À ce moment-là, beaucoup de gens découvrent cette technologie et ça nous rappelle une chose, la seule courbe de Bitcoin qui ne fait que monter et qui ne perd jamais de valeur, l'adoption. La courbe d'adoption du Bitcoin est une exponentielle, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent et globalement, très rares sont les gens qui s'intéressent à la technologie, qui en achètent, qui utilisent des protocoles et qui finalement se désintéressent de la blockchain. Il y a de plus en plus de personnes qui en entendent parler, et comme vos mains l'ont prouvé, le monde n'est plus du tout comme il l'était avant cette crise, et encore moins comme il l'était en 2016, quand j'ai fait ma première prise de parole sur la blockchain et sur les crypto-monnaies. Donc forcément, comme on a du temps, on prend le temps de se renseigner, on prend le temps de trouver des alternatives, et comme on a peur, on cherche des solutions. On essaye de comprendre qu'est-ce que ça propose le Bitcoin, finalement, qu'est-ce que ça apporte en plus de notre système, et qu'est-ce que ça va ajouter aux différentes méthodes de paiement que l'on a. Et c'est à ce moment-là que massivement les gens se sont tournés vers les crypto-monnaies et qu'il y a eu une vague renforcée par la crise du Covid vers l'intérêt de ces jeunes technologies. Cette adoption massive a demandé beaucoup d'efforts à toutes les entreprises en place à ce moment-là. Toutes les entreprises dans le monde de la crypto-monnaie, les miennes y compris, étaient débordées. On a multiplié par 5 les volumes de demandes. On est passé de 10 à 15 nouveaux utilisateurs par jour à plusieurs centaines de nouveaux clients qui avaient des nouveaux besoins, qui parlaient de nouvelles crypto-monnaies, nouvelles technologies. Les gens étaient si nombreux qu'ils venaient nous apprendre les nouvelles solutions de la blockchain parce que c'est les gens qui fuinaient. Et même si nous, on connaît bien le monde de la blockchain et des crypto-monnaies, un truc est sûr, on ne peut pas être aussi agile et se renseigner autant que 150 000 personnes dans le monde qui viennent nous poser des questions toute la journée. Et ça a accéléré ce processus. La première grosse phase pour répondre à est-ce que c'est l'année de la légitimité, c'est comprendre que dans les 2 dernières années, l'adoption des crypto-monnaies est devenue massive. On estime que 5 à 6% des Français détiennent déjà de la crypto-monnaie et plus de 60% des gens consultés selon certaines études ont déjà entendu parler de cette technologie, contre 4 ou 5% il y a 3 ans. Ça s'accélère très vite et comme il y a l'effet bouche à oreille, c'est en train de prendre une direction, il n'y aura pas de retour possible puisque les gens auront entendu parler et connaîtront cette technologie.
Ça, c'était le premier point, et c'est la crise Covid qui a accéléré ce phénomène qui existait déjà. Le deuxième gros point, c'est la régulation. Il s'est passé quelque chose en 2020, c'est que pour la première fois, le monde des crypto-monnaies et de la blockchain a été encadré. C'est plus simplement un métier bizarre que l'on ne comprend pas, quelque chose où les gens se demandaient « est-ce que j'ai le droit d'acheter de la crypto-monnaie ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ?» Et je ne vais pas vous mentir, le tout premier métier que j'ai fait, c'était d'extraire de la crypto-monnaie en sécurisant la blockchain. Et je me demandais tout simplement, est-ce que j'avais le droit ? Et quand je remplissais la fiche pour créer mon entreprise, on me demandait le code NAF. Vous savez, c'est le code où vous expliquez quel est votre métier. Il n'y avait pas de code NAF pour les crypto-monnaies. Ce métier n'existait pas. Et on se demandait même si on avait le droit d'exercer. Petite équipe, on est 7, 8, on commence à livrer des clients, on commence à gérer un petit peu d'argent pour eux, on les forme à la crypto-monnaie, on leur permet d'investir, on leur explique les risques, parce qu'il y a des risques sur les crypto-monnaies, et ça commence à se développer. Ça commence à prendre une bonne forme, et là où on se demandait si on allait finir les mois et si on allait payer les loyers, on commence à se dire qu'on commence à développer une bonne entreprise, et on recrute. 12, 13 personnes, on est en 2019, la crise Covid arrive, et là, très rapidement, on est débordé. Beaucoup trop de demandes, ça devient très complexe, et en plus de ça, la régulation nous tombe dessus. Alors la régulation, qu'est-ce que c'est ? La régulation, c'est le pays, et globalement le régulateur financier, en l'occurrence en France, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui vient et qui vous dit, bon, votre activité, elle n'était pas cadrée, maintenant elle l'est cadrée, et elle doit respecter telle et telle norme. Vous devez, tout comme certains établissements bancaires, tout comme les établissements bancaires, avoir une procédure de lutte contre le blanchiment d'argent. Même si c'est de la crypto-monnaie, il faut être sûr qu'il n'y ait pas des gens qui viennent blanchir de l'argent chez vous. Une procédure de lutte contre le financement du terrorisme. Ensuite, vous devez tracer tous les fonds qui rentrent et tous les fonds qui sortent. Alors d'accord, mais les banques, elles peuvent contacter, parler entre elles, voir d'où viennent les fonds, voir où ils partent. La crypto-monnaie, c'est pas comme ça. Ils font, oui, mais ça, c'est pas notre problème. Vous allez trouver un moyen de tracer les fonds parce que vous êtes obligés. Et c'est là qu'on se rend compte de quelque chose de très compliqué, c'est que la régulation est très dure, elle est très rude. On était une petite start-up, on était une dizaine dedans, et on nous faisait comprendre qu'on allait devoir, pour avoir le droit d'exister et le droit d'exercer, on allait devoir avoir les mêmes procédures qu'une banque et que certains établissements financiers. Voire même une procédure renforcée, parce que la crypto-monnaie faisait peur aux régulateurs à ce moment-là, et donc on avait des normes encore plus complexes. Aller demander à une bande de 10 gosses dans une cave de respecter des normes financières alors qu'on vient à peine de découvrir ce que c'est vraiment l'ampleur du monde de la crypto-monnaie et qu'on a en plus de ça 5 à 6 fois plus de demandes de nos clients parce que c'est le Covid, qui sont chez eux, qui ont du temps sur leur iPad pour nous poser des questions, et là ça devenait très compliqué. Ça devenait très compliqué, on commence à regarder les stocks et on se dit est-ce qu'on va réussir à finir le mois ? Est-ce qu'on va réussir à embaucher des personnes qui vont nous rendre compliance ? Parce que concrètement, pour être régulé, il nous faut une entité complète. Il nous faut des professionnels de la compliance, des gens qui ont déjà fait ça dans des banques. Et on regarde, et vu le volume de clients qu'on a, il nous faudrait 5, 6, 7 personnes à temps plein, alors que notre équipe fait 12 personnes, on va en recruter 7 de plus juste pour avoir le droit d'exercer. Et là, ça devient compliqué. Et là, la régulation, qui touchait à peu près tous les pays d'Europe, toute entreprise dans le monde de la crypto-monnaie a dû se réguler dans cette période-là, elle s'est accélérée naturellement et on a réussi à la financer, on a réussi à payer ces nouveaux emplois et ces nouveaux postes qui étaient nécessaires en interne pour pouvoir fonctionner grâce à cette très forte demande. C'est parce qu'il y a eu du coup cet intérêt soudain pour les crypto-monnaies et qu'il y a eu la crise du Covid que les gens se sont intéressés à la crypto-monnaie, qu'on a eu tellement plus de clients, qu'on a pu prendre le risque de financer de nouveaux profils et qu'on a réussi à se réguler. Aujourd'hui, Just Mining est une entreprise qui compte 35 personnes et c'est un peu plus de 300 millions d'euros sous gestion. Et là où la régulation nous a fait peur, et là où la régulation a été très dangereuse pour nous parce qu'on avait peur de ne pas réussir à franchir cette barrière, eh bien c'est la régulation qui nous a donné une certaine structure financière qui nous a permis d'être régulés et de nous enregistrer auprès de l'autorité des marchés financiers pour avoir le droit d'exercer. J'ai vécu cette épreuve comme un entrepreneur qui se prend une grosse claque dans la gueule, à qui on dit « ça y est, maintenant, il va falloir que tu respectes certaines règles qui sont très très dures à respecter, et si tu n'arrives pas à les respecter, tu fermes, c'est pas grave, c'est pas notre problème, tu veux bosser dans la finance, tu respectes ces normes. » Et en fait, quand j'ai dézoomé, je me suis rendu compte que ça a cadré l'écosystème. L'écosystème s'est professionnalisé. Il y avait d'un coup, tout de suite, beaucoup plus d'entreprises, il y avait beaucoup plus de professionnels, et maintenant qu'il y avait un cadre, même s'il a été très dur à respecter, c'était légal. On est passé d'un métier qui n'existait pas, où on ne savait pas vraiment si on avait le droit de le faire d'ailleurs, on ne savait pas vraiment le nom de notre métier d'ailleurs, et on nous a dit voilà, maintenant il existe, maintenant c'est légal, par contre voilà les règles à respecter. Et c'est ce deuxième point qui a lancé quelque chose d'assez fou, qui a accéléré encore plus que les 2 points d'avant, donc que l'adoption et la régulation, le monde des crypto-monnaies, les institutions. Quelque chose que je n'avais pas vu venir du tout.
Maintenant que c'est régulé, maintenant que les pays ont dit OK pour les crypto-monnaies, mais sous ces conditions, ben, tout le monde peut s'intéresser aux crypto-monnaies. Facebook, Amazon, Twitter, Apple, Tesla, SpaceX. Maintenant que c'est régulé, maintenant qu'il y a un cadre, laissons place aux institutions et aux grandes entreprises. Et là, il y a commencé à avoir un vrai intérêt massif de tous les géants du monde de la crypto-monnaie, mais du monde de la finance traditionnelle et également des grandes entreprises qui se sont tournées. Au tout début, ça commence par une grosse accélération qui vient d'Elon Musk. Elon Musk, Tesla, je pense que je ne vous présente pas l'entreprise, qui annonce investir sur les crypto-monnaies. Et là, on ne parle pas de quelqu'un qui investit, un gros investisseur qui met 2 ou 3 millions d'euros. Non, non, pas du tout. Tesla, première commande, 1,5 milliard de dollars. Et là, ça commence à faire du bruit. On apprend également que SpaceX, l'autre entreprise d'Elon Musk, elle aussi détient une partie de sa trésorerie en crypto-monnaie. On apprend également que Amazon et Google recherchent des chargés de projet sur la blockchain. On ne sait pas pour faire quoi, c'est totalement confidentiel, mais ils publient officiellement des offres d'emploi pour des chefs de projet pour lancer des projets sur la blockchain et sur les crypto-monnaies. On commence à dézoomer et on se rend compte que ça prend une ampleur phénoménale. Facebook, qui a voulu lancer sa crypto-monnaie, certains fonds d'investissement comme BlackRock, le plus gros fonds au monde, investit sur les crypto-monnaies, et on a même une entreprise cotée en bourse, MicroStrategy, qui aujourd'hui est cotée au Nasdaq. 75% de sa valeur, c'est juste les bitcoins qu'elle détient. Ils ont acheté tellement de crypto-monnaies que l'entreprise MicroStrategy n'a de valeur que le portefeuille de crypto-monnaies qu'elle possède. Et je ne comprenais pas l'intérêt, mais en fait c'est très simple. Il y a des très grands groupes qui ont envie d'acheter du bitcoin, mais ils ont peur. Légalement, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que le régulateur ne va pas m'embêter? Moi, je suis une banque, je ne peux pas prendre le risque d'avoir un problème parce que j'ai acheté du bitcoin. Par contre, je peux acheter MicroStrategy en bourse. J'ai le droit, c'est une action boursière. Et si MicroStrategy, eux, ils achètent des bitcoins, indirectement, j'achète dans le bitcoin. Et là, on commence à avoir les plus grosses entités de cette planète qui se tournent naturellement vers les crypto-monnaies. Et ensuite, on a l'introduction en bourse du géant Coinbase. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Coinbase? Ça, pour le coup, c'est pour ma gouverne, hein, c'est juste... pas mal. Je ne m'y attendais pas. Coinbase fait une entrée en bourse. Alors déjà, la plupart des entreprises qui rentrent en bourse, elles sont accompagnées par une banque, par des professionnels. Là, pour le coup, Coinbase était tellement régulé, ils étaient tellement bons et ils étaient tellement structurés, ils sont rentrés en bourse tout seuls, sans aide. Ils sont rentrés au Nasdaq directement, et donc on se retrouve avec l'un des plus gros échangeurs de crypto-monnaies au monde. Coinbase permet d'échanger de la crypto-monnaie contre des euros, des dollars, ou des euros et des dollars contre de la crypto-monnaie, c'est un broker. Coinbase rentre en bourse et fait une entrée boursière fracassante. À tel point que quand on regarde les volumes et quand on regarde cette introduction, ils finissent par sortir des rapports et ils annoncent que la dernière fois qu'une entreprise avait fait autant de bruit en rentrant en bourse, cette entreprise s'appelait Facebook et c'était à l'époque Mark Zuckerberg qui l'avait portée en bourse. Et là, on se rend compte, OK, on n'est peut-être plus en train de rêver. OK, c'était pas juste une technologie ou qui allait peut-être changer le monde, qui allait peut-être... Cette ambition qu'on avait en 2016-2015, sans aucune visibilité, devenait concrète. Maintenant, c'est plus une blague. Les géants le font. Twitter est sur le point de permettre à tout le monde d'accepter des dons en crypto-monnaie. On a du coup tous ces géants qui investissent dans ces technologies, et même ceux qui n'y investissent pas, ils recrutent des profils pour commencer à construire sur cette base technologique. Et c'est là que, quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte qu'en fait, c'est le monde autour de nous qui commence naturellement à se tourner vers cette technologie. Il y a ceux qui construisent maintenant parce qu'ils veulent innover, et il y a ceux qui, même sans s'en rendre compte, vont utiliser la blockchain parce qu'un jour, elle sera dans une application mobile qui vous permet de vous identifier, qui vous permet de payer, ou qui vous permet tout simplement de communiquer avec quelqu'un. En France, nous avons 17 licornes. Est-ce que vous savez ce que c'est? Jouez le jeu par contre, hein, parce que la licorne, on peut très vite tomber. Une licorne est une start-up qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars, qui s'est valorisée rapidement à plus d'1 milliard de dollars. On en a 17 en France. Dans les 17 licornes françaises, il y en a 8 qui sont intervenues dans les 3 dernières années. Et dans ces 8 licornes, il y en a 2 qui viennent du monde de la crypto-monnaie. Ledger, le plus grand producteur de portefeuilles pour sécuriser ces crypto-monnaies, qui est leader au monde et qui a plus de 75% des parts de marché. Presque 3 portefeuilles sur 4 qui sont utilisés par des gens pour sécuriser des crypto-monnaies sont des portefeuilles français. Et la deuxième chose, c'est Sorare. Sorare, qui est une start-up, qui a un jeu vidéo de football sur la blockchain, qui a tellement d'ampleur et qui a tellement de volume qu'il s'est valorisé à plus de 3,6 milliards de dollars.
Cette folie arrive tellement vite qu'on voit énormément d'autres projets en train de se positionner en France et qui espèrent bien être les licornes blockchain de demain. Quand on dézoome sur cet écosystème et qu'on voit la croissance que ça génère, on se dit mais ça ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours une plus grosse entreprise, il y aura toujours quelqu'un qui va naturellement l'adopter, tout comme toutes les grosses entreprises de ce monde ont adopté Internet et cette technologie. Mais là, on a quand même une autre entreprise qui, elle, annonce la couleur. PayPal. Et PayPal, c'est pas n'importe qui. PayPal, c'est une entreprise qui, dans les années 2000, est arrivée en disant « Bon, le cash, c'est bien, les billets, c'est bien, mais l'argent doit être numérique. On doit gagner du temps. » On connaît tous les Pumpkin, les Lydia, les petites solutions de paiement instantané. Les banques commencent seulement maintenant à proposer des moyens de paiement de virement instantané, alors que dans l'année 2000, PayPal a dit le prochain virement financier, c'est de passer du liquide au virement bancaire et au paiement numérique. Il faut numériser l'euro et le dollar. Alors quand PayPal annonce en 2020, nous allons accepter les crypto-monnaies, nous allons permettre à tout le monde de recevoir, de dépenser des bitcoins, et toutes les personnes qui acceptent PayPal pourront accepter par défaut les crypto-monnaies, là on comprend que c'est le monde qui est en train de changer. Et c'est pas fini, on a Visa et Mastercard. C'est-à-dire que vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez, avec une simple carte Visa, payer en crypto-monnaie de partout. En effet, quand vous allez payer en crypto-monnaie, vous avez quelque chose à régler, vous devez par exemple 15 €, vous allez mettre votre carte de crédit, et c'est votre banque qui va compenser le réseau Visa. Évidemment, ils vont prélever l'argent sur votre compte, mais c'est votre banque qui va fournir l'argent au réseau Visa pour pouvoir compenser le commerçant. Eh bien, il y a des sociétés crypto, Binance, Crypto.com, et tant d'autres qui vous proposent de déposer de la crypto-monnaie, de faire un paiement en crypto-monnaie, et en réalité, vous avez de la crypto-monnaie qui est retirée de votre compte, mais le commerçant, lui, ne le voit même pas, puisqu'il est payé en euros. Donc, n'importe quelle boutique qui accepte la carte bleue, qui accepte Visa ou qui accepte Mastercard, aujourd'hui permet à un citoyen de dépenser sa crypto-monnaie. En plus de ça, on continue d'avancer. Dans les institutions, il n'y a pas que les crypto-monnaies que l'on connaît, il n'y a pas que des crypto-monnaies très volatiles comme le Bitcoin. Ça monte, ça descend, ça swing, et c'est vrai que c'est dangereux à cause de ça. Si vous êtes investisseur débutant, faites très attention, ne jamais mettre de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Mais le monde des crypto-monnaies a changé en plus de ça. Le monde des crypto-monnaies repose maintenant aussi sur des stablecoins, des crypto-monnaies qui sont stables, 1 € ou 1 $. À ce moment-là, vous pouvez payer en crypto-monnaie, vous pouvez avoir votre compte en crypto-monnaie, et la nuit, vous dormez bien, parce que vous ne risquez pas de voir un bitcoin qui fait moins 40% en quelques heures. On a donc des monnaies stables, et on a surtout des solutions qui permettent de les dépenser n'importe où, rapidement. Et peut-être que vous avez un livret, un compte en banque, peut-être que vous faites dormir de l'argent à 0,3 ou 0,5% d'intérêt par an. Aujourd'hui, dans le monde de la blockchain, un intérêt moyen sur des stablecoins, c'est 8 à 15% d'intérêt par an. C'est accessible à tout le monde. Et évidemment, il ne faut pas se précipiter, il faut bien se renseigner. Mais n'importe quelle personne qui passe 2 bonnes heures à se renseigner et à trouver les bons outils peut avoir 10% d'intérêt sur l'argent qu'elle a sur son compte en banque. Il y a forcément plus de risques, puisque c'est une jeune technologie, mais ces rendements-là existent parce que c'est jeune, justement. Quand tout le monde utilisera ces technologies-là, quand il y aura beaucoup plus de volume, il n'y aura plus des intérêts aussi profitables, bien entendu. Juste histoire de terminer la 3e phase, qui a été les grandes institutions et ces géants qui rentrent dans le monde de la crypto-monnaie et qui ont tout bouleversé beaucoup plus vite qu'on ne l'avait fait des années avant ça. Le Paris Saint-Germain a accueilli cette année un joueur très particulier, ça a fait la une des médias trop de fois, je pense qu'on peut même dire trop, parce que tout le monde était au courant. Eh bien, Léo Messi, comme tout joueur de foot quand il rejoint un club, a une prime de bienvenue. C'est-à-dire que vous négociez, quand vous rejoignez un club, vous avez une prime et le joueur, généralement, c'est un gros chèque, c'est juteux, et on ne parle pas de quelques milliers d'euros. Eh bien, Léo Messi n'a pas eu de prime en euros quand il a rejoint le Paris Saint-Germain, puisqu'il a eu une prime en PSG Coin, la crypto-monnaie du Paris Saint-Germain. C'est en train d'arriver partout, dans tous les domaines, dans le monde du sport, la technologie, la communication, les infrastructures, les entreprises, partout, de tout angle. Et on se retrouve même à avoir certains joueurs de foot qui se font payer maintenant leurs primes en crypto-monnaie. C'est grâce à la régulation que des grosses institutions avaient un cadre légal et ont pu se permettre de prendre ce genre de risque. Grâce à l'adoption et grâce à un très grand nombre d'utilisateurs, les gens ont pu se réguler. Et comme les entreprises se sont régulées et se sont professionnalisées, les institutions et les grandes entreprises ont pu s'intéresser à cette technologie.
Il y a un dernier point quand même qui va dans le sens de la légitimité des crypto-monnaies et dans le fait que ça y est, ce n'est plus juste un doux rêve, ce n'est plus juste un effet de mode qui va s'arrêter demain. On voit beaucoup les crypto-monnaies comme un nice to have. C'est bien, ça nous permet d'améliorer certaines choses, mais globalement, le monde fonctionnait bien avant. C'est vrai, mais dans les pays développés. On arrivait déjà à communiquer, on avait déjà des virements, ok, on devait attendre 48 heures en week-end, mais maintenant il y a les virements instantanés. Globalement, les crypto-monnaies, c'est bien, mais ce n'était pas forcément nécessaire pour tout le monde, surtout quand on vit en France, par exemple. Mais il faut quand même se rappeler qu'il n'y a pas que des pays développés. Il y a également des pays émergents. Des pays qui n'ont jamais pu faire du paiement en ligne. Des gens qui ont un téléphone, qui ont Internet, mais qui n'ont même pas de brosse à dents. Sur le continent africain, il y a plus de téléphones portables connectés au réseau Internet que de brosses à dents. Il y a donc une accessibilité folle à une technologie qui nous permet à tous de communiquer, et il y a des gens, ils ne peuvent toujours pas payer par carte bleue. Pour ces gens, là où pour nous, les crypto-monnaies et la blockchain sont une évolution, pour ces gens, la blockchain est une révolution. Vous avez peut-être déjà entendu, si vous aimez beaucoup les crypto-monnaies et que vous en parlez un peu autour de vous, vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un qui vous a dit « Ouais, mais il n'a pas de vrai prix, le Bitcoin. » Ce n'est pas un vrai prix, c'est un prix virtuel, ça vaut rien, c'est pas garanti par un État, c'est pas backé du coup par une banque centrale. Alors c'est vrai, le Bitcoin n'a pas de prix régulé. Ce n'est pas une banque centrale et ce n'est pas un régulateur qui vous donne le prix réel du Bitcoin à l'instant T. Par contre, le Bitcoin a un prix organique. Si le Bitcoin est à 47 000 $ ici, maintenant, c'est parce qu'en Afrique, aux États-Unis, en Australie, en plein milieu de l'Europe ou au fin fond de l'Asie, les gens acceptent de l'acheter et de le vendre à ce prix-là. C'est un vrai prix qui ne s'arrête jamais et personne ne peut mettre la main sur le système et le débrancher d'Internet comme on peut le faire avec la bourse quand ça nous arrange. Le Bitcoin est donc un prix qui est totalement réel. Et derrière ces fameuses critiques de personnes qui disent « Non, mais ce n'a pas de vrai prix, le Bitcoin n'est pas une vraie monnaie », eh bien sachez que Nayib Bukele, le président du Salvador, petite nation d'Amérique centrale, 6 millions d'habitants, oui, c'est petit, mais ça reste un pays, a fait voter, et l'Assemblée a voté, il me semble que c'était 63 votes sur 80, donc à la majorité, ils ont voté pour que le Bitcoin devienne la monnaie légale du pays. Ce qui veut dire qu'en plus du dollar américain, Bitcoin est une monnaie légale. Aucun commerçant n'a le droit de refuser à un citoyen du Bitcoin. Un commerçant est obligé d'accepter le Bitcoin comme monnaie. Et donc, même là, et alors que tout a avancé dans la régulation, dans l'institutionnalisation, dans les technologies, dans tout ce qu'on peut faire avec, on se retrouve à avoir des pays qui reviennent à la toute première crypto-monnaie, qui date de 2008, et qui se disent « on va l'accepter en monnaie nationale, alors qu'aucune banque centrale ne garantit sa valeur, pour une seule et simple raison, on en a besoin. On souffre trop du dollar américain, et globalement, 25% de la richesse du Salvador vient des expatriés, donc toutes les personnes qui ont quitté le Salvador et qui renvoient de l'argent à leur famille sur leur terre natale. Le problème, c'est qu'on doit passer par des applications et par des entreprises pour faire ce genre de transfert. C'est-à-dire qu'on doit, quand on est en Europe et qu'on veut envoyer de l'argent au Salvador, trouver une entreprise qui est capable de faire ce transfert de fonds. Ces entreprises prennent 25 à 45% de commission sur tout l'argent qui rentre dans le pays. Bitcoin était une solution. Bitcoin a permis à tout le monde de payer en ligne. Bitcoin a permis à tout le monde de protéger sa valeur. Bitcoin a permis à tout le monde d'accéder à la blockchain et donc à d'autres crypto-monnaies qui, elles, étaient stables et donc beaucoup moins assujetties à la volatilité et à la variation des prix en permanence. Et surtout, Bitcoin a permis à ces gens de recevoir de la crypto-monnaie de tous les expatriés qu'ils avaient dans le monde sans payer aucune taxe en moins de 10 minutes, week-end et jours fériés. Et ce système ne s'arrête jamais. Et c'est drôle parce qu'on s'attendait à dire « ça y est, tout le monde utilise les crypto-monnaies, ça y est, on a le droit, ça y est, c'est régulé ». C'est pour ça que c'est la légitimité. Et pile à ce moment-là, pendant que tout ça arrive en même temps, on se retrouve à avoir un petit pays qui dit « non, nous, on va simplement l'accepter parce qu'on en a besoin ». Vous imaginez pas le bruit que ça a fait quand il a annoncé, juste après le confinement, quand son président a été à Miami devant une grosse conférence Bitcoin pour dire que ce serait le premier pays au monde à accepter cet actif et cette technologie comme monnaie légale. Ces 4 grands points me font dire que oui, c'est l'année de la légitimité pour les crypto-monnaies. Comme j'aime le dire assez souvent, et je termine toujours mes conférences à Gênes par cette citation, «
Toute grande révolution passe par 3 phases. Ridicule, dangereux, évident. On reprend l'exemple d'Internet. C'est ridicule, jamais personne n'arrivera avec Internet ou avec un téléphone à parler sans aucun câble à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète en temps réel, c'est impossible. Je ne vois pas comment un Chinois pourrait appeler un Européen, c'est simplement impossible. Ensuite, on se rend compte que c'est réel, ça existe. La technologie permet de parler en temps réel à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. Et là, ça devient dangereux. Imaginez, vous êtes un chef d'armée, vous affrontez un pays qui, lui, peut donner des ordres en temps réel à ses soldats, alors que vous envoyez encore des hommes pour donner des informations, et il vous faut 3 jours pour faire passer une information à vos soldats au front. Vous êtes en retard. C'est dangereux. Vous avez besoin, vous aussi, de cette technologie. Tout le monde doit très vite avoir cette technologie. La phase dangereuse. Et ensuite, la phase évidente. On peut appeler des gens à l'autre bout de la planète. Vous l'avez sûrement fait aujourd'hui, vous aussi, et vous le ferez vous probablement demain. On le fait tous. On utilise plein de technologies, des technologies satellitaires, le protocole TCP/IP d'Internet, et on ne sait toujours pas ce que c'est. Et c'est dans notre poche. Je voulais juste terminer cette conférence pour vous dire qu'avec l'adoption, la régulation, toutes les institutions qui sont intéressées finalement aux crypto-monnaies, et pour terminer, des premiers pays qui utilisent des crypto-monnaies car ils en ont besoin et que ce sont de réels usages, on est en train de sortir du dangereux des crypto-monnaies. Il y a des arnaques, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne comprend pas s'il y a vraiment de la valeur derrière, c'est très complexe à utiliser. On est en train de quitter le côté dangereux, et pour la première fois depuis plus de 5 ans, j'ai vraiment ce sentiment profond que les crypto-monnaies deviennent évidentes pour tout le monde. Et je suis certain qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, et je serai toujours là chaque année pour vous faire un petit mot sur cette avancée et sur le déroulement de cette technologie et son adoption. Mais les crypto-monnaies devraient très bientôt être évidentes et la technologie de la blockchain sera utilisée par à peu près chacun d'entre vous, tous les jours, même si vous n'en avez pas conscience. Merci à vous. Owen, merci beaucoup pour cette intervention. Moi, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Comme ça, je te mets d'entrée de jeu dans le truc. C'est quoi le problème après de la volatilité, par exemple, sur ce qui s'est passé cette semaine sur le Bitcoin? Et quel est l'impact que du coup ça peut avoir pour quelqu'un qui va justement investir dans la crypto-monnaie? Alors, le risque qu'il y a, c'est que quelqu'un arrive, le Bitcoin est à 50 000 $, il en achète, on n'est pas obligé d'en acheter un, hein. On peut en acheter 0,1 par exemple, tu mets 5 000 $, tu en achètes 0,1. Bah, si le Bitcoin se casse la figure et qu'il tombe à 47 000 $, bah, tes 5 000 $, ils valent 4 700. Si jamais tu veux les remettre en dollars ou les remettre en euros pour les retirer. C'est ça le risque qu'il y a. Comme c'est une monnaie qui ne s'arrête jamais, comme ce n'est pas régulé par un organisme comme une banque centrale, c'est week-end et jours fériés, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et quand ce n'est pas les Français qui tradent, ce sont les Africains. Quand ce n'est pas les Africains, ce sont les Japonais. Quand ce ne sont pas les Japonais, etc., etc. Il y a toujours quelqu'un qui a envie d'aller en acheter ou d'en vendre. Et donc, il va se rendre sur une place et il va rencontrer la demande. Tous les gens qui veulent en acheter contre tous les gens qui veulent en vendre. Et c'est comme ça que le prix évolue. Quand il y a plus de gens qui veulent en acheter que de personnes qui veulent en vendre, le prix monte. Et quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le prix descend. C'est la loi ancestrale de l'offre et de la demande. D'accord. Est-ce que vous, dans la salle, est-ce que vous avez une première question que vous aimeriez poser? Est-ce que, alors mademoiselle, a priori, alors d'abord en haut, a priori, puis juste après le monsieur un petit peu plus bas. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Vous avez clarifié beaucoup de choses pour le grand public dont je fais partie. Il y a un point de controverse que vous n'avez pas évoqué, c'est l'impact en termes de consommation d'énergie du Bitcoin. Est-ce qu'il y en a qui sont plus vertueuses que le Bitcoin? Est-ce que les critiques sont justifiées? Non, Merci. Elles ne le sont pas du tout. C'est une idée reçue. À tel point qu'Elon Musk, qui s'est intéressé au Bitcoin avec Tesla, a eu des gros problèmes parce que plein d'associations écolos lui ont dit « Mais non, ça pollue, tu devrais pas ». Bon, déjà, il y a plein de choses qui polluent, mais le Bitcoin, c'est quand même une technologie qui repose sur l'électricité. Il y a plus sale comme énergie, mais bon, on relève même pas ça. Mais même plus, déjà, la Chine interdit les mineurs de crypto-monnaies, mais globalement, plus de 60% de la consommation énergétique du Bitcoin vient de sources renouvelables. Et j'aimerais vous dire que c'est parce que l'humain est un bon samaritain et qu'on va chercher de l'énergie géothermique parce qu'on pense à la planète. Pas du tout. Un mineur de crypto-monnaie, c'est un gars, une personne qui a des ordinateurs, qui font des calculs et qui sécurisent le Bitcoin. La seule dépense qu'a la machine, c'est l'électricité qu'elle dépense. Ensuite, le mineur récupère des bitcoins en commission.
Son but, c'est donc de payer moins cher possible l'électricité pour gagner un maximum de profit. Eh bien, naturellement, les mineurs se sont tournés vers les sources d'électricité les moins chères. Les sources géothermiques, l'hydroélectricité, l'excédent de génération par panneaux solaires, toute énergie que personne ne voulait ou qui était très compliquée à transporter d'un point A à un point B. C'est pour ça que la grosse majorité du réseau Bitcoin ne consomme pas d'énergie. En tout cas, pas d'énergie fossile. De la même façon, Bitcoin est l'un des rares réseaux blockchain qui fonctionne encore avec des mineurs. Dans les mêmes proportions, le système bancaire et financier consomme plus que le réseau Bitcoin. Mais même malgré ça, il y a énormément de nouvelles technologies sur la plupart des crypto-monnaies qui sont basées sur ce qu'on appelle du proof of stake, qui consomme 1000 à 10 000 fois moins que du Bitcoin. Donc non, c'est bel et bien une idée reçue. Et pour le coup, malgré toute cette connaissance-là, Elon Musk a voulu faire sa propre étude et a prouvé par A plus B qu'il y avait bien 60% de consommation d'énergie renouvelable pour le Bitcoin. Merci. Il y a une deuxième question juste là, s'il vous plaît. Hop. Merci beaucoup, mademoiselle. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous avez parlé de cadrage du Bitcoin, enfin de la crypto-monnaie en général et pour la France en particulier. Comment vous garantissez en tant que... Parce que j'ai cru comprendre que vous avez votre propre société. Comment vous garantissez maintenant la provenance et l'expédition des échanges? L'expédition des échanges, le suivi des flux, l'origine des fonds. Oui, pardon. Alors, globalement, ce n'est pas une science exacte, parce qu'on a dû créer des outils exprès pour tracer le monde de la crypto-monnaie. Mais comme vous le savez peut-être, les crypto-monnaies laissent des traces. Contrairement à une transaction au black où vous donnez un billet de vin à quelqu'un, il n'y a pas de traces. Dans le Bitcoin, tout est enregistré. D'ailleurs, dès qu'on a commencé à comprendre comment fonctionnait le Bitcoin, on est remonté sur tous ceux qui l'utilisaient pour faire des choses horribles sur Internet en 2012-2013, et on a fait tomber tous ces sites Internet d'un coup. Quelle idée d'utiliser une crypto-monnaie traçable pour réaliser ce genre d'acte. Nous, on utilise Chain Analysis, une société énorme qui trace des transactions dans le monde de la crypto-monnaie et qui nous permet de vérifier dans toutes les mauvaises histoires et dans toutes les activités illicites connues du monde d'Internet si certaines crypto-monnaies qui arrivent chez nous ont été en lien de près ou de loin avec ces activités. Ça nous permet également de remonter des informations si on se rend compte qu'il y a un de nos clients qui retire de l'argent et qui envoie des bitcoins sur un site de vente d'armes. Là, pour le coup, ça fait partie des rares situations dans lesquelles nous devons d'alerter les autorités. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une troisième question dans la salle? Ouais. Merci pour les explications, en tout cas. Moi, j'avais une question par rapport au risque systémique au niveau du fait de généraliser les échanges par Bitcoin. Globalement, dans 1 an et demi, 60% ou 50% des échanges se font en Bitcoin ou via une crypto-monnaie au Salvador. Et du jour au lendemain, on passe à moins 50% aussi sur la valeur du Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe et quelle différence avec les systèmes actuels ? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas fait que de Bitcoin une monnaie légale. Ils voulaient que la crypto-monnaie soit acceptée, ils voulaient pousser dans ce sens-là, mais naturellement, ils ont proposé d'autres crypto-monnaies, d'où les stablecoins. Beaucoup de stablecoins sont donc adossés au dollar et à l'euro et permettent au Salvador d'avoir toute la flexibilité du monde de la crypto-monnaie sans le côté volatilité du Bitcoin. D'ailleurs, ils ont même créé une application en partenariat avec l'entreprise qui a voulu permettre au pays d'accepter le Bitcoin. Et ce qui se passe, c'est qu'ils proposent un change instantané sur l'application. N'importe qui peut donc choisir de laisser son argent en Bitcoin dans l'application au Salvador, mais peut très bien choisir de le faire dormir sur un stablecoin dollar, par exemple. À ce moment-là, ce sera exactement la même monnaie que celle qu'il avait déjà, le dollar américain qui est accepté là-bas, mais sans ces soucis de frais pour faire rentrer ou sortir de la valeur du pays, et de la même façon avec une agilité de paiement beaucoup plus facile que les systèmes bancaires là-haut. Si je ne dis pas de bêtises, 40% des gens qui vivent au Salvador n'ont pas de compte en banque. Ok, merci pour votre réponse. J'en ai une petite dernière, même si on ne sait jamais trop de quel côté ça va pouvoir venir. Pour vous, ce serait quoi le plus gros risque avec une généralisation des paiements et même de l'épargne en Bitcoin ? J'en vois pas.
Beaucoup de gens disent « ouais, la blockchain, ça va tuer les banques, la blockchain, ça va tuer ce métier, la blockchain, ça va... » Je suis tellement pas d'accord avec ça. Beaucoup de gens disent « tout ce qui est centralisé, tout ce qui est détenu par une entreprise, ça doit disparaître, on doit avoir que des systèmes décentralisés, des algorithmes qui se gèrent tout seuls. » Je suis pas d'accord. Pour moi, la centralisation, quand on a confiance, elle fonctionne bien. D'ailleurs, mine de rien, nous, on a une entreprise dans les crypto-monnaies, on dit aux gens de venir investir dans les crypto-monnaies chez nous, et c'est nous qui avons leurs crypto-monnaies. C'est quand même super centralisé comme méthode. Eh bien moi, je pense que la blockchain, c'est une manière de nuancer. La blockchain, c'est une deuxième solution. Quand la centralisation, et si votre banque marche très bien, c'est parfait. Mais si un jour vous vous retrouvez dans une situation où on ne veut pas vous ouvrir de compte en banque, si un jour vous vous retrouvez dans une situation où on ne veut pas vous donner un accès à quelque chose, que ce soit bancaire ou autre, que ce soit dans la finance, dans l'assurance, si un jour vous vous sentez discriminé, si vous avez l'impression qu'on juge votre couleur de peau, vos origines, votre culture, ou encore votre sexe, eh bien, à ce moment-là, Bitcoin est la seule porte que personne ne pourra vous fermer. Personne. Parce que c'est un algorithme, parce qu'il est totalement agnostique et qu'il s'adresse à tous les êtres en leur donnant exactement le même potentiel et les mêmes arguments, les mêmes outils, les mêmes moyens de communiquer, les mêmes moyens de payer et les mêmes moyens de s'assurer. Où que vous soyez dans le monde. Il suffit que vous soyez connecté à Internet et que vous puissiez émettre quelque chose sur le réseau et vous avez toutes ces possibilités. Et vous avez les mêmes droits que les autres. Tout simplement.